Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission RH Emploi de Bismart. Très heureux d'être avec vous. L'émission est en direct, vous le savez, du lundi au vendredi. Débat, analyse et expertise, évidemment. Bien dans son job, aujourd'hui, Flaubert Vuillier nous explique bien le rôle renforcé, complexe des DRH et pourquoi il les accompagne. Il est avec nous bien dans son job. Smart et Réglo, c'est la réforme du congé paternité. Tout a démarré en 2019 et une avocate va nous expliquer ce à quoi vous avez droit, vous les hommes, en matière de congé paternité. La pause café, j'ai la mémoire qui flanche, je ne me souviens plus de rien. Vous vous souvenez cette petite chanson qu'on fredonne? Eh bien, la mémoire, c'est très utile au travail. Fanny Griesmer nous explique tout. Quelques petits trucs, quelques petits tuyaux pour avoir la mémoire qui ne flanche pas. Et puis, dans notre débat, c'est un grand entretien aujourd'hui avec Denis Maillard. Il est philosophe politique à la tête d'un cabinet de conseil et il a écrit un livre sur ces invisibles. Vous savez, ces hommes dont on ne parle pas, qu'on ne voit pas et qui sont essentiels à notre économie. Ce sera dans notre grand entretien. Et puis, on terminera avec Fenêtre sur l'emploi, comme chaque jour, avec Julien Morisson. Il nous parlera du marché du recrutement des seniors. Eh bien, il dit aux seniors, prenez-vous en main. Voilà, là, vous n'êtes pas que victimes, vous êtes aussi les acteurs de ce marché. Allez-y, foncez. On fera le point avec lui dans quelques instants. Tout de suite, bien dans son job, avec Flaubert Vuillier. Bien dans son job, bien dans son bureau quand on est DRH, c'est un peu compliqué vu la période complexe, crise Covid depuis un an, ils sont en première ligne, ces DRH, et on en parle avec Flaubert Vuillier. Bonjour Flaubert. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir sur le plateau, vous venez régulièrement, on a parlé évidemment de l'absentéisme, mais on va parler des DRH. Vous êtes, rappelons-le, vous-même DRH, ex-DRH, et vous êtes aujourd'hui fondateur de la manufacture RH, vous les accompagnez. Vous les coachez. D'abord, quelques mots sur ce parcours, parce que ces DRH, vous les connaissez bien, et vous avez vu l'évolution de ce métier. Oui, alors c'est un métier qui est né, au début c'était des responsables du personnel. Directeur du personnel. Directeur du personnel, qui, si j'ai bonne mémoire, venait d'ailleurs un peu, parfois au début de l'armée. On avait cette vision. Et puis, un peu, avec le temps, il y a eu une montée en puissance plutôt sur la fonction ressources humaines, avec une fonction qui a une amplitude très large. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, un DRH, c'est un expert en droit social. C'est quelqu'un qui travaille sur l'humain. C'est quelqu'un qui touche également au marketing. On parle de plus en plus de la marque employeur. C'est une fonction multifacette. Il faut beaucoup de compétences, beaucoup de savoir-faire, énormément de savoir-être pour être DRH. Et c'est là la complexité de ce formidable métier, parce que pour moi, si j'ai créé la manufacture RH, oui, c'est intéressant. Pourquoi vous l'avez fait? Je suis parti de deux convictions fortes. La première, c'est que la plus belle richesse d'une entreprise, ce sont les femmes et les hommes qui composent cette entreprise, qui y travaillent au quotidien, qui accompagnent les clients. Et la deuxième conviction forte que j'ai, c'est que le plus beau métier en entreprise, le plus important, le plus impactant, c'est celui de la personne qui s'occupe de ces femmes et de ces hommes, et donc la fonction de DRH. On a parlé des directeurs du personnel. Parlons de ces DRH avant Covid et après Covid. Avant Covid, c'était parfois des femmes et des hommes un peu repliés dans leur bureau, qui étaient en tout cas pas en première ligne, pas toujours au COMEX. J'ai l'impression que depuis le Covid, les choses ont changé. Le Covid a paradoxalement mis en lumière cette belle fonction. Beaucoup de collaboratrices, de collaborateurs se sont rendus compte que les DRH étaient aux manettes, que s'ils ont réussi à être payés pendant cette crise, c'est aussi parce que les DRH ont bataillé, ont ferraillé. Il ne faut pas oublier qu'au début, tout était très complexe pour arriver à ce que les collaboratrices, collaborateurs touchent leur rémunération. Donc ça commence par la paye. Ça commence par la paye. Ouais. La paye, de toute façon, c'est la vitrine de la DRH. Vous pouvez faire plein de choses. Si à un moment donné, la paye n'est pas juste et que le collaborateur a le sentiment de se faire un peu avoir sur sa rémunération, ça ne marche pas. Là aussi, c'est une vraie expertise. Il faut que le DRH il pilote ça. Donc cette crise, elle a mis en avant cette fonction et en valeur cette fonction. Après, le DRH a aussi été le chef d'orchestre au niveau sanitaire. Là, on est en train de réfléchir, retour en entreprise, pas encore retour, gestion du télétravail, charter le télétravail, mettre en place de manière pragmatique et réglementaire le télétravail. Les DRH ont vraiment été aux baguettes. Donc ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'ils se sont révélés. J'ai le sentiment que cette fonction, qui était un peu une fonction de l'ombre, importante mais de l'ombre, aujourd'hui est dans la lumière.
Oui, elle est dans la lumière. Alors c'est vrai. Et donc danger. Alors danger parce que elle est scrutée. Alors la fonction de DRH a toujours été scrutée, hein. Moi je prends souvent un exemple. Un DRH c'est quelqu'un qui doit aller vers les autres. Un bureau de DRH fermé, c'est il n'a pas envie de me voir moi et mon problème. Un bureau d'un autre manager fermé, c'est oula, ça bosse là. Il y a du travail qui se fait. DRH, il a des obligations que les autres ignorent aussi. Ouais. Donc, attention à ça, parce qu'il est mis en lumière. Et puis, la fonction de DRH, alors, présence au COMEX, pas toujours, mais de plus en plus. On voit des DRH qui montent même vers des fonctions de DG. Je trouve ça très bien, je trouve que ça a du sens. Aujourd'hui, très connecté au DG quand même. Hein, là, très connecté au DG. C'est souvent l'oreille du DG. Ouais. C'est la personne qui peut voir les problèmes sous un autre angle aussi. Les signaux faibles, les tensions. Exactement, il doit voir ces signaux faibles, ces éléments qui remontent petit à petit à la surface. Après, le DRH, c'est aussi le gardien du temple juridique, donc c'est parfois, il était vu comme l'empêcheur de tourner en rond. On a un beau projet, le DRH arrive. Ah, mais attendez, alors on peut pas... Le bon DRH et moi, ceux avec lesquels j'ai travaillé, ont une posture, on peut, mais on peut le faire un peu différemment. Et voilà comment on peut le faire. Ils trouvent cette zone un peu, ils circulent dans ce gris. Ouais, c'est un peu le code de la route parfois agaçant, le DRH, quoi. Il met des panneaux, il met des signalisations, il explique que ça, c'est pas possible. Juridiquement, on n'a pas le droit on a souvent des désirs de recruter un salarié très vite, mais le DRH dit, attendez, ce poste-là, il est gelé. Il y a toutes ces questions-là qui rentrent en ligne de compte. Mais il est là pour ça. Évidemment. C'est aussi son métier de veiller à ce que les choses soient faites dans les règles de l'art. Et puis j'ajoute juste une chose, il a parfois pas la tâche très facile. Ah non. Parce que les managers, parfois, moi j'ai vécu des sujets, par exemple au moment des augmentations, où le manager voit le collaborateur en lui disant, écoute, je voulais te donner 8% d'augmentation. C'est le DRH qui veut pas. Le DRH veut pas, il t'en donne que 2,5. 2,5 c'est l'enveloppe. Donc après, on se prend le collaborateur qui vient nous voir en disant, c'est vrai que tu ne veux pas que je sois augmenté. Donc attention aussi à ça, c'est un vrai gardien du temple. Et le manager qui rase gratis aussi, en disant, mais t'inquiète pas, ça passera. Puis évidemment, le collaborateur est face à un DRH qui est dans un principe de réalité. Tout à fait. Et qui lui dit, ça va pas être possible ce que tu nous dis. Mais pourtant, on m'a dit que hier, c'était possible. Un mot quand même, et c'est important, on n'en parle pas suffisamment, c'est le dialogue social. Parce que le DRH, j'allais dire, il s'enquille aussi, c'est face à face, parfois pas simple, compliqué, avec les syndicats. Parfois c'est facile, parfois c'est compliqué. Parfois c'est facile, parfois c'est compliqué. C'est souvent assez compliqué. Oui. C'est devenu même très complexe avec les obligations légales. Parfois on peut dire aussi que les organisations syndicales ont plus de droits que de devoirs, là où le DRH a plus de devoirs que de droits. Le DRH doit aussi manager la direction générale, son COMEX, sur les avancées des négociations. Il a en face parfois une inspection du travail qui est aussi tatillonne. Parfois un peu colorée aussi syndicalement. Voilà, donc il avance, il vit dans cet environnement complexe, parfois un peu d'adversité, un peu de politique, beaucoup de technique, beaucoup d'humains. Quelques regards en coin. Un mot quand même, il y a eu un fait divers terrible avec cet homme qui a tué, assassiné 2 DRH, puis une collaboratrice de Pôle emploi. C'est un drame social. 2 personnes qui, dit-il, enfin a-t-il expliqué à la gendarmerie, l'avaient licencié. C'est devenu un métier dangereux, tendu, compliqué, complexe et dangereux. Est-ce qu'on peut aller jusque-là ? J'ai vu les échos hier avec la NDRH qui dit on ne veut pas être les boucs émissaires. C'est un mot fort du système. Alors c'est vrai que c'est une fonction, alors toute la fonction déjà a été endeuillée par ce qui s'est passé. Évidemment. Et c'est dramatique. La fonction, ce phénomène s'est un peu renforcé. Alors à titre personnel, moi j'ai connu il y a quelque temps des négociations avec des organisations syndicales. Je ne me déplaçais pas sans mes gardes du corps. C'était comme ça. Vous aviez des gardes du corps ? Des gardes du corps pour aller en négociation. On voit l'image d'Air France, hein, là. Hein. On voit la chemise arrachée. Donc c'est vrai que ce sont des choses qui remuent, d'où le fait d'accompagner les DRH. C'est aujourd'hui, moi, quelque chose que je fais. Je coach les DRH parce que cette fonction RH, il faut voir une chose aussi, c'est que dans l'entreprise, elle est là pour les autres. Bah oui. Mais qui les soigne ? Qui est là pour oui. Aller voir un autre manager en lui disant tiens, moi j'ai aussi un problème. Possible. Mais non, attends, d'habitude c'est moi toi qui me guide. Aller voir son DG, attends, normalement c'est toi qui gères ce problème. C'est le médecin malade quoi, qui sait plus vers qui se tourner. Et il y a quelque chose de très important pour bien s'occuper des autres. Ça commence par s'occuper aussi de soi-même. Donc la boucle est bouclée parce que Manufacture RH, c'est aussi ça votre mission. C'est aussi, par votre expérience, de pouvoir aussi les soulager parce qu'il y a quand même une grande part
pour terminer, de solitude dans le métier du DRH, une sorte de moment comme ça où on est un peu seul. Alors déjà, tout manager vit cette solitude. On parle souvent de la solitude du manager. Le DRH, je pense que c'est encore un cran au-dessus. C'est une fonction qui est assez unilatérale. C'est souvent un ascenseur, mais qui ne revient jamais. On n'a jamais ce renvoi d'ascenseur. Et c'est normal, c'est la fonction qui veut ça. Mais à un moment donné, savoir prendre un peu de temps, s'offrir cette parenthèse, c'est aussi ce qui est important pour mieux faire son job. Vous voulez dire, pour conclure, le renvoi d'ascenseur, c'est un peu de gratification. On n'est jamais vraiment gratifié quand on est DRH. On est celui qui dit non pour les augmentations. On est celui qui dit non pour le projet parce qu'on le reformate au gré du juridique. On est assez peu gratifié dans ce métier. Je ne veux pas noircir le tableau parce que... Devenez DRH quand même, hein, blaguez pas. Non, mais je ne veux pas noircir le tableau parce qu'on a quand même des retours positifs quand on est DRH. On a la satisfaction du travail accompli. Les retours des collaboratrices et collaborateurs, ils existent quand même. Tenue, une maison tenue. Oui, ils savent revenir et dire merci, là tu m'as accompagné, merci pour avoir solutionné tel problème, merci pour ton écoute. Non, c'est vraiment une belle fonction. Et c'est une fonction qui mérite d'être encore mieux connue, de briller encore au-delà de la crise Covid. Et je suis persuadé qu'elle a de très belles heures devant elle avec tout ce qui nous attend là, dans les mois et dans les années à venir. Ode à la fonction de DRH à travers Flaubert Vuillier, qui fut DRH. On vient d'apprendre que vous aviez été escorté par des gardes du corps à la tête aujourd'hui de Manufacture RH. C'est lui qui accompagne ces DRH qui sont parfois fébriles, en difficulté. Merci d'être venu sur notre plateau Flaubert. À très bientôt, évidemment, pour de nouvelles chroniques et de nouvelles aventures. Tout de suite, c'est Smart et Réglo, c'est le focus juridique. Et ça, c'est un sujet qui concerne directement d'ailleurs les DRH. C'est le congé paternité. On a parlé du congé maternité, c'était classique. Mais il y a le congé paternité. Comment ça marche? À quoi avez-vous droit? On en parle avec une avocate. Smart et Réglo, chaque jour, un focus juridique avec une avocate, un avocat, un spécialiste juridique du sujet dont on parle. Émilie Méridjen, merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous accueillir. Vous êtes avocate associée au cabinet SVZ, cabinet français, spécialiste en droit du travail et en droit social. Le congé maternité, alors ça évidemment on en a beaucoup parlé. Passons au congé paternité. D'abord, un petit mot d'histoire, parce que c'est intéressant d'avoir le contexte de la création de ce congé paternité. Ça démarre quand exactement? Alors, c'est assez ancien, mais on est là sur une évolution récente qui a été impulsée par le président de la République il y a maintenant 2 ans. 2019, c'est ça? 2019, tout à fait. Dans le cadre d'une commission qui a été créée, dite des experts pour les 1000 premiers jours. Alors c'était une commission qui avait un champ d'études qui était très large, mais une de ses missions était notamment de porter un regard scientifique sur les congés de naissance. Et c'est dans ce cadre-là que ces experts, sous la houlette du neuropsychiatre Boris Cyrulnik, ont fait une préconisation d'augmenter le congé de paternité à 9 semaines contre 11 jours aujourd'hui. Alors le régime actuel, donc ça, il va durer jusqu'au 30 juin 2021. Tout à fait. C'est le régime qui donne droit à combien de jours pour commencer? Alors aujourd'hui, 11 jours consécutifs et 18 jours en cas de naissance multiple. D'accord, donc on peut les prendre quand on le souhaite, parce qu'il y a un vrai débat. Là, on avait un débat sur les DRH. Souvent, les papas poussent la porte. Dès la naissance annoncée, on pousse la porte de son DRH et on dit voilà, je vais prendre mes 11 jours. Tout à fait. Ça va un petit peu changer avec les modifications. On va sans doute y revenir. Donc, on peut prendre ces 11 jours consécutifs. On peut les prendre en morceaux. Consécutifs. C'est consécutif. On ne peut pas le couper en deux. Si on se met d'accord avec son DRH, on peut. Tout est possible. Alors, qu'est-ce qui va changer avec cette réforme Cyrulnik et de cette commission des experts? Alors, les 1000 jours, c'est les 3 premières années de l'enfant. Hein. C'est une réflexion globale sur la scolarité, sur la petite enfance. Qu'est-ce qui va changer? Alors, déjà, juste pour revenir sur l'objectif de cette commission par rapport à l'allongement du congé paternité, il est triple. D'abord, c'est de permettre aux jeunes enfants, aux nouveau-nés, de se développer dans les meilleures conditions possibles. Ensuite, c'est de permettre de soulager la mère des tâches liées à l'enfant et à la famille d'une manière générale. Et puis, à noter que ça fait également une réponse à une demande croissante des pères qui, de plus en plus, veulent pouvoir être là au contact de leur enfant dans la toute petite enfance. C'est pas le papa des années 50 qui allait au travail et qui laissait ses tâches à la maman parce que c'était dans cette culture de l'époque. Là, aujourd'hui, le papa est de plein pied. Il y a une vraie évolution culturelle dont il est pris acte par cette réforme. Et donc ça permet évidemment d'alléger la tâche de la maman parce que c'est souvent un moment de fatigue, un moment difficile. Exactement. Et le père doit être là et il peut être là. Il a le droit de ne pas les prendre ou c'est une obligation juste pour être... Parce qu'il y a un débat chez les cadres qui disent moi je ne peux absolument pas prendre ces 11 jours, voire 18 quand c'est multiple. Je ne peux pas. J'ai pas la place dans l'agenda. Alors il doit les prendre et il y a notamment, c'est assez notable, une obligation de prendre au minimum 7 jours
c'est-à-dire 3 jours de congé de naissance et 4 jours de congé paternité, immédiatement après la naissance de l'enfant. Et si l'employeur n'octroie pas ces jours, même si le salarié n'en fait pas la demande, il est susceptible d'avoir une amende de 7 500 €. Donc il y a une incitation politique assez forte pour que, immédiatement après la naissance, le père puisse être auprès de son enfant. À minima, il est obligé de prendre 7 jours, puis Oui. on est bien d'accord, Tout à fait. composés donc de ces jours de naissance, plus de ces congés de paternité empiétés, puisqu'il ne prendra pas les 11 jours. C'est une obligation. Donc le DRH doit frapper, lui envoyer un mail, lui dire « Vous êtes papa depuis hier, vous êtes donc dans l'obligation de les prendre ». Exactement. S'il ne les prend pas, qui est responsable là ? L'employeur. L'employeur. Oui, tout à fait. Avec cette situation cocasse où on peut ne pas être au courant de la naissance d'un enfant, puisque autant pour une mère ça se voit, pour un père ça peut passer inaperçu. Alors il y a aussi un débat des papas qui disent mais moi je suis accompagné, j'ai mes beaux-parents, j'ai mes parents, tout le monde, tout va bien, je voudrais les prendre un peu plus tard et souvent, pour le dire simplement, je les accole à mes congés annuels d'été. C'est possible, pas possible ? Alors pour les 4 premiers jours, ça doit être obligatoirement accolé aux 3 jours de congé de naissance, c'est la règle. Pour le reste, ça peut être pris dans les 4 mois de la naissance de l'enfant, au choix du salarié. Alors, qu'est-ce qui va changer ? Parce que les avocats, évidemment, suivent ça de près, entre l'avant et l'après, entre ce qui va être mis en place à partir de juin 2021, c'est-à-dire dans 3 mois. Ouais. Qu'est-ce qui va changer pour les papas ? La durée. Donc un allongement. On allonge. On allonge. Donc on arrive à un congé total de 25 jours en cas de naissance simple et 28 jours en cas de naissance... Où on additionne le congé paternité plus le congé de naissance. Alors, le congé de naissance de 3 jours vient en plus. En plus. Donc 25 jours plus 3 jours, j'ai l'impression que je vends un produit. Ouais. 25 plus 3, ça fait 28 jours quand on a un enfant. Tout à fait. Et 31 plus 3 quand on en a plusieurs. Donc ça veut dire étalé sur une semaine de travail, ça fait quoi ? 4 semaines de congé ? C'est beaucoup. C'est beaucoup. Plus les 8, 7, 5 semaines de congés payés Tout à fait. donnés par l'employeur. Donc ça veut dire que si je mets tout bout à bout, je peux avoir 1 mois et demi, 2 mois de vacances, entre guillemets, payés par l'entreprise. Alors, c'est un bon point. Pas payé par l'entreprise. Voilà, on y arrive. On y arrive. Les 3 premiers jours de congé de naissance sont payés par l'entreprise avec un maintien de salaire à 100%. Les jours, à proprement parler, du congé de paternité sont rémunérés sous forme d'indemnité, C'est ça. comme le congé maternité par la sécurité sociale. Et à la différence assez notable du congé de maternité, qui, dans la plupart des conventions collectives, est complété par une obligation d'employeur d'assurer Ouais. tout ou partie du maintien de Mais le salaire. complément, oui. Il y a assez peu de conventions collectives qui se sont penchées sur la question du congé de paternité. Ça va sans doute venir. Donc mais pour l'instant, c'est le tarif Sécu. Hein. c'est tarif Sécu, exactement. C'est le tarif Sécu en fonction de vos revenus, puisqu'en fait il est indexé Tout le à tarif Sécu sur les revenus du salarié. Donc ça veut dire très concrètement que le salarié peut faire valoir le droit d'un manque à gagner et donc il ne prend pas ses jours. Il peut. Juridiquement, il peut le faire. Tout à fait. Au-delà des 4 jours obligatoires, c'est un droit qu'il peut exercer. S'il ne l'exerce pas, ça lui appartient. Mais excusez-moi de vous poser la question abruptement, vous vous êtes sûrement posé cette question, vos clients aussi. C'est une avancée ou pas ? Parce que pour le coup, auparavant, il y avait une obligation. Là, aujourd'hui, on n'est plus trop obligé de le prendre dans la mesure où le tarif est Sécu. Alors, c'est néanmoins une avancée parce que le fait de poser la question sur la table fait que certaines entreprises, notamment, ouais. s'en emparent, qu'il y a une pression maintenant aussi des pairs pour pouvoir avoir de meilleurs avantages, ainsi que des mères, du reste, puisque c'est Oui. un équilibre global. Et on voit dans certaines entreprises, vous savez, aujourd'hui, avec la marque employeur, le fait de pouvoir être attractif, C'est un élément. on met en place pas mal de dispositifs pour attirer les talents. Et il y a quelques exemples d'entreprises qui ont négocié sur des congés paternité allongés. Je prends l'exemple, par exemple, de Big Mama, qui prévoit un congé paternité de 4 semaines rémunéré à 100%. Chaîne hôtelière, chaîne de restauration. Tout à fait. Ou le groupe Kering, qui a instauré un congé maternité ou paternité identique. Donc ça, c'est une vraie avancée. Dans le cadre d'une convention collective, d'un accord d'entreprise D'accord. de 14 semaines rémunéré à 100%. Donc on voit bien que ces petits pas politiques ouvrent la voie à des négociations d'entreprise qui permettent de véritables avancées pour les pères. Donc Émilie, vous nous dites en fait que ça se joue aussi dans la relation du père qui peut aller négocier et dire à son DRH, il faut qu'on puisse avancer, il faut négocier quelque chose. Oui, alors des pères C'est la en général, pression. exactement, mais des partenaires sociaux Et des partenaires sociaux Exactement. qui vont pousser pour qu'il y ait une équivalence, une équité entre le Exactement. congé maternité et le congé paternité. Rappelons, c'est en juin prochain, juin à fait. 2021, que s'appliqueront ces nouvelles règles et cet allongement des délais qui sont quand même notoires. On passe de 11 jours à 25.
Donc c'est quand même évidemment un plus pour le papa qui peut profiter de sa fille ou de son fils, de son nourrisson. C'est toujours un plaisir. Merci Émilie. Émilie Méridienne, avocate associée cabinet SVZ, spécialiste en droit du travail et du droit social. C'est un plaisir de vous accueillir et de parler de ce congé paternité. C'est déjà un peu loin pour moi, évidemment. On fait une petite pause café avec Fanny Griesmer. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, mais on va parler de la mémoire. Parce que pour les avocats, perdre la mémoire, parce que excès de travail et de fatigue, c'est très dangereux. Elle nous explique tout. C'est la pause café. La pause café avec Fanny Griesmer, comme tous les jours. C'est un plaisir de vous accueillir, Fanny. J'ai commencé mon lancement d'émission, vous avez vu, par j'ai la mémoire qui flanche, je ne me souviens plus de rien. À qui ce n'est pas arrivé un jour? Je ne me souviens plus très bien. Ah, écoutez, à vérifier. Si on est dans l'émission de Nagui, on change un peu de registre et il ne faut pas se... Voilà, ne me faites pas chanter, on connaît la chanson. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à qui n'est pas arrivé un jour d'être dans une situation d'antenne, de travail, de réunion, avec la mémoire qui flanche, ou l'incapacité même de pouvoir se souvenir d'éléments concrets, précis, qui sont souvent des éléments de présentation, et tout d'un coup, ça s'effondre. Qu'est-ce qui se passe? Comment on fait? Faut-il s'en inquiéter? Non. En tout cas, c'est vrai que la mémoire, c'est un outil incroyable. Il nous permet d'être efficace, de mobiliser une connaissance, un savoir, une expérience acquise antérieurement, de la mobiliser pour avancer, bref, de gagner du temps. Je trouve que c'est vraiment un outil spectaculaire. Ouais, c'est incroyable. On a une excellente mémoire, ça permet d'être efficace et rapidement. Donc, véritable atout dans votre vie professionnelle. Et pourtant, elle peut parfois nous jouer des tours. On apprend, on oublie aussi vite, quand parfois on se souvient d'un détail, mais c'est absolument sans intérêt, ou vous vous rappelez peut-être du dernier vers de la première poésie que vous avez apprise à l'école. Peut-être parce que vous avez tellement angoissé que forcément c'est un moment marquant et que vous vous souvenez très bien de cette poésie. En tout cas, depuis la maternelle, c'est vrai, on tente de nous faire retenir une multitude de choses, des noms, un paquet de théorèmes, des dates, mais on ne nous a jamais expliqué comment on pouvait les engranger. On vous dit, apprenez par cœur. Globalement, c'est la méthode. Et tout le monde n'est pas basé comme ça sur ce mode-là. On n'est pas tous sensibles à cette méthode-là. Sans mode d'emploi, chacun teste sa méthode. Vous verrez, il y en a plusieurs. Je pense que chacun doit trouver celle qui lui convient le mieux. Alors, c'est quoi les bonnes conditions pour mémoriser, Fanny? Parce que donnez-nous des trucs. Pas de secret là-dessus. Faut bosser. Pour bien mémoriser, il faut travailler, certes, mais il faut surtout se concentrer. Pas évident lorsque l'on est constamment sollicité, dérangé, avec ces alertes sur le téléphone, coup de téléphone, mail, notification. Le stress et le surmenage interfèrent également avec la concentration, ce qui fragilise bien sûr l'apprentissage. Plusieurs études ont démontré récemment que les 2 premiers confinements ont eu des effets néfastes sur notre mémoire. Ça a ramolli le cerveau. Parce que le manque d'interaction sociale a fortement impacté notre mémoire. Parce que finalement, on a l'impression qu'elles sont parfois sans intérêt, mais les conversations qu'on peut avoir avec des gens qu'on rencontre permettent d'encoder ces souvenirs, de consolider aussi nos connaissances et la faute aussi au stress, à l'anxiété, bien sûr, qu'on peut avoir, mais également à la sédentarité, parce que finalement, quand on se déplace, en fait, les repères spatiaux sont des marqueurs et ça permet d'associer des souvenirs à un endroit particulier. C'est vrai que quand vous vous déplacez entre votre chambre, la cuisine et votre salle à manger, ça reste un petit peu limité pour situer un souvenir dans l'espace. Un peu zoo. Vous dites encoder, j'ai remarqué que vous dites encoder. Notre cerveau est un ordinateur. Oui, parce qu'en fait, on a plusieurs mémoires. Oui, c'est une grosse machine. Mémoire à court terme, elle prend toutes les informations. Cette mémoire à court terme, elle est assez traître, 30 secondes a priori. C'est celle qu'on utilise quand on lit, par exemple. Vous retenez le début de la phrase pour comprendre la suite et lire la fin. Quand vous passez à l'autre phrase, vous avez déjà oublié la première phrase. La mémoire flash, quoi. Mais en fait, voilà, c'est un premier rayon de stockage. Et ensuite, il y a la mémoire à long terme, qui est encore diverse, qui se base notamment sur la mémoire sensorielle, par exemple, associée à vos sens. Et donc là, c'est sur du plus long terme, donc longue durée, vous pouvez vous souvenir de choses pendant toute votre vie. Bon, la bonne nouvelle, c'est que même si vous avez des trous de mémoire, mémoire, ça se travaille. C'est comme un muscle, voilà. Donc, il faut l'entraîner au quotidien. Oui, c'est un sportif, quoi. L'idée, c'est surtout de travailler sur les stratégies qui vous permettent de conserver cette mémoire. La répétition espacée, je vous le disais, apprendre par cœur. L'idée, c'est de lire, relire, relire sur des temps un petit peu espacés. Ne vous y prenez pas au dernier moment, puisque globalement, là, méthode ne fonctionne pas. Donc, c'est-à-dire absorber, imprimer dans votre cerveau ce que vous avez pu lire. Autre méthode, j'aime beaucoup, si c'est un concept par exemple, c'est l'expliquer à quelqu'un d'autre.
Pourquoi ? Parce que finalement, vous simplifiez le concept, vous mettez vos propres mots dessus. Et on le teste aussi un peu. Voilà, on se teste. On se teste. Moi, je trouve que c'est plutôt C'est bien. une très bonne méthode. J'avais l'habitude de raconter mes leçons, par exemple, à mes parents ou à ma grand-mère. Dans l'oral. À l'oral, Ouais. finalement, on se souvient mieux dès lors qu'on a simplifié la leçon ou le concept. Il y a aussi d'autres moyens détournés qui peuvent vous aider à mémoriser une ou plusieurs informations. Sachez une chose, votre mémoire, celle à long terme, elle adore une chose, c'est qu'on lui raconte des histoires. Et oui, raconte-moi une Alors, histoire. Arnaud, je vais vous mettre Ah. encore sur le grill aujourd'hui. Vous êtes dur, elle est dure avec moi. Avec la méthode CEL. C'est une méthode développée par Sébastien Martinez, qui est le champion de France de la mémoire. Et oui, ça existe. Il est également ingénieur des mines. Une recette quasi infaillible, paraît-il. C'est ce qu'on va voir. CEL, c'est un acronyme. S pour sens, ce qui signifie que les 5 sens vont être mobilisés. E pour enfance, parce qu'il va falloir replonger dans votre enfance. En gros, il va falloir avoir de l'imagination, je ne vais pas vous le cacher. Et les enfants en ont. Et L pour le lien. On va tisser des liens entre les différents éléments. Méthode parfaite pour apprendre une liste de mots, c'est ce que je vais vous proposer. Ça va vous permettre d'encoder les mots dans votre mémoire. Attention. Parce qu'en fait, vous allez vous créer des images mentales grâce à l'histoire que vous allez créer. Et finalement, ce sera beaucoup plus facile à remobiliser quand vous en aurez besoin. Vous faites monter la pression. Voici la liste de mots que je vous propose, c'est pas une blague. Arnaud. D'accord. On va les voir s'afficher à l'écran. Premier mot, tendance, au pluriel. Le second mot, Bitcoin. Le troisième mot, start-up. Ensuite, expresso. Et le dernier, fraude. Donc vous allez utiliser ces 5 mots pour vous raconter une petite histoire. D'accord. Donc tendance, Bitcoin, Startup, Expresso et fraude. Donc c'est tendance Bitcoin, on est d'accord, hein ? Oui. Parce que j'étais un journaliste tendance, j'avais acheté quelques Bitcoins et j'ai à ce moment-là décidé de tout simplement créer ma start-up avec ces Bitcoins puisque j'avais dégagé beaucoup d'argent et en sirotant un Expresso, j'ai commis une erreur. J'ai évadé beaucoup d'argent de ma start-up et j'ai commis une fraude. Parfait. Belle imagination. Alors sachez que c'est un exercice très ancien en réalité. J'étais sous qui pression. remonte À l'Antiquité, non, c'est ça ? à l'Antiquité, Ouais. exactement. Et en fait, ça permettait de travailler l'art de la rhétorique. Et d'ailleurs, sans dévoiler le programme de demain, on va parler rhétorique. On verra peut-être si cet exercice est excellent pour discourir. Enfin, je ne suis pas sûre que ça améliore la qualité du discours. En tout cas, ça vous donne énormément de... Ça fait travailler l'imagination. Vous avez bien raison de nous parler de ce livre. On en parlera demain dans le livre de Smart Job. Exactement. Autre méthode, dessiner, parce que finalement, plusieurs études montrent qu'on retient mieux des mots qu'on aurait dessinés. Pourquoi ? Parce que ça fait intervenir plusieurs formes de mémoire, spatiale, visuelle, verbale, motrice. Plus simple, j'aime beaucoup, dormir et rêver. Parce qu'en dormant, finalement, vous avez votre mémoire en fait qui évacue les choses qui sont absolument pas importantes, et qui consolide le plus important. Selon des dernières recherches, si vous apprenez 200 mots d'un texte le matin, il ne vous en reste à peu près plus que la moitié le soir même. Si vous lisez ce même texte le soir, vous vous souviendrez de 160 mots le lendemain. Donc un taux de rétention qui est beaucoup plus important si vous lisez un texte le soir. Donc je vous conseille, avant d'aller vous coucher, de lire vos petits slides pour votre présentation. Ça rentre dans le cerveau. À défaut, peut-être d'utiliser la méthode CEL. Est-ce que là, tout de suite, peut-être plus à vérifier demain, mais est-ce que vous vous souvenez des 5 mots ? Oui, on avait tendance Bitcoin, Startup, Expresso et fraude. Formidable. Ouais, je travaille ma mémoire assez régulièrement. On essaiera demain. Ouais, elle essaie de me piéger. Moi, j'ai retenu le mot aptonie dans votre chronique précédente. Aptonyme, qui était un mot que je ne connaissais pas et que vous nous avez fait découvrir. C'était passionnant. Et en plus, ce lien du sel est un peu psychanalytique parce que ce que l'on dit peut être aussi révélateur de notre psyché à travers l'histoire. La mémoire forme la personnalité. Absolument. C'est un lien évidemment avec notre inconscient. Merci Fanny, merci de nous avoir éclairé. N'oubliez pas, travailler le soir, réviser, pas le nez devant Instagram ou le smartphone avant de dormir. C'est les distractions. Je pense que la concentration est clé, en réalité. Merci pour cette petite pause café. On fait justement une courte pause et on va se retrouver juste après pour un grand entretien. C'est le Cercle RH avec Denis Maillard. Il est philosophe, il est à la tête d'un cabinet de conseil et il nous parle bien de ces invisibles. Vous savez, ces salariés qui sont en 2e, 3e, 4e ligne, dont on ne parle jamais mais qui sont essentiels à notre économie. C'est grâce à eux que l'on mange une glace, que l'on peut avoir un livre très rapidement. Vous voyez de qui je veux parler et il nous en parle. Il sera avec nous dans quelques instants. On fait une courte pause, on se retrouve juste après.
Le Cercle RH, notre débat aujourd'hui, c'est un grand entretien pour nous éclairer sur ce qu'on appelle, vous l'avez lu évidemment, les invisibles. Alors on a applaudi assez régulièrement, encore que ça s'est arrêté, les infirmières, celles qui étaient en première ligne, mais on a souvent assez peu applaudi, voire pas du tout, les fameux invisibles, ceux qui sont en deuxième, troisième ligne, et qui ont fait que vous avez pu être livré, que vous avez pu consommer des produits dans des magasins nettoyés. Ce sont ces invisibles. On va en parler parce qu'ils représentent une catégorie de salariés qui sont dans l'ombre, dont personne ne parle, et on va en parler avec Denis Maillard. Bonjour Denis. Bonjour. Vous êtes philosophe politique, vous êtes à la tête d'un cabinet de conseil par ailleurs, donc très en lien avec l'entreprise, puis vous êtes aussi très investi dans l'écriture. Alors votre dernier livre, indispensable avec un S, mais invisible, La boîte à outils, édition Fondation Jean Jaurès et l'Aube. Un tout petit fascicule, je le montre parce que c'est un livre qui tient vraiment dans la poche arrière, qui se lit très facilement, mais avec beaucoup de références. Et puis votre autre livre, qui est le prolongement de ce travail, on va le voir, si Fanny veut nous le présenter. Voilà, Une colère française de Denis Maillard, ce qui a rendu possible les Gilets jaunes, parce qu'il y a dans ces deux livres, comme ça, l'émergence d'une catégorie oubliée, j'allais dire pas dépolitisée, mais un peu en marge, et qui finalement fait germer une forme d'esprit de révolte ou de contestation. D'abord, sur ces invisibles, vous le dites, ce sont des catégories essentielles, indispensables, mais dont on ne parlait pas. Comment vous l'expliquez que ces femmes et hommes, beaucoup de femmes d'ailleurs, dans des emplois précaires, ce sont des catégories qu'on n'a pas applaudies? Parce qu'on ne veut pas les voir ou on ne les a pas vues? Je ne suis pas sûr qu'on ne les ait pas applaudis. C'est-à-dire que quand on a applaudi à 20h, il me semble qu'effectivement on applaudissait ce que le président de la République appelait les premières lignes, c'est les soignants, les infirmières, les aides-soignantes, les médecins, etc. Mais je pense que les applaudissements se sont étendus à tout ce monde du commerce, de la logistique, toutes les personnes qui continuaient à travailler. Finalement, il me semble que les applaudissements étaient à destination de tous ceux qui continuaient à travailler et à faire tenir la société. Donc ce n'était pas qu'à destination des infirmières. Il y avait une espèce d'idée que merci à tous ceux qui sont encore dehors, parce que c'était à cette époque-là l'idée. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, on a commencé à parler, puisque le président de la République nous avait dit « nous sommes en guerre oui. ». Donc quand il y a une guerre, il y a un front et il y a une première ligne qui monte à l'assaut. Ça, on voyait bien, c'était les soignants. Et puis, d'autres catégories continuaient à être sur site, à être dans la rue, à continuer à travailler, à se déplacer tous les jours. Et on a commencé à parler des deuxième lignes, des troisième lignes. Donc, en fait, tout ça décrit un monde du travail, alors que moi j'appelle le back-office de la société de service. C'est le back-office, c'est ça. Donc c'est ce qui à l'arrière. C'est ce qui est à l'arrière, c'est l'infrastructure souterraine et de fait, mais qui fait gagner la guerre. Invisible, mais qui fait gagner la guerre. Qui fait tenir toute la société. Bah oui. Qui fait que la société se poursuit quotidiennement et qui fait que tous les matins, elle se renouvelle et nous pouvons être là ce matin à discuter parce que beaucoup de choses se sont passées pendant la nuit, beaucoup de produits ont été livrés, beaucoup de gens ont travaillé pour nous et pour que l'on puisse nous disposer de notre travail dans les temps, les lieux et de la manière dont on veut. Alors Denis Maillard, on va en parler évidemment, on a un tout petit peu de temps, mais le sous-titre de votre livre, c'est reconnaître les travailleurs en première ligne. On va essayer de faire une résolution parce qu'on va essayer de savoir si ce débat se tient dans l'entreprise ou si ça se tient ailleurs, si c'est l'espace politique qui peut régler ce sujet, ou si c'est la rue, puisque vous évoquez les Gilets jaunes et qu'il y a eu cette question qui a été posée. Nous sommes finalement des oubliés de la République, dans des catégories sociales de classe moyenne dégradées, et nous aimerions être entendus. D'abord, une question aux philosophes que vous êtes. L'entreprise fut pendant très longtemps, du 19e jusqu'au 20e presque, un lieu de conflit social et de conflit politique. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça s'est dévitalisé. Le conflit politique et social ne se fait plus dans l'entreprise. Oui, je crois que ça, c'est la grande leçon du mouvement des Gilets jaunes. C'est que la question sociale, telle qu'elle s'était posée, on va dire à partir de 1848, c'est la révolution de 1848, la République sociale, voilà, et la question sociale se pose à ce moment-là. La manière dont elle se pose de 1848 jusqu'à il n'y a pas si longtemps, effectivement, le conflit est dans l'entreprise, puisque c'est un conflit entre, pour le dire très vite, entre le capital et le travail. Et donc, la question sociale se pose dans l'entreprise. Et toute la social-démocratie, alors social-démocratie à la française, c'est pas exactement comme en Allemagne ou en Scandinavie, mais ce qu'on a appelé le compromis social-démocrate, c'était la manière dont on pouvait... co-construire. Oui, co-construire, réguler ce conflit social en entreprise. À l'allemande, à la mode allemande. Avec des organisations syndicales, des associations, des corps intermédiaires qui étaient faits pour ça. Et apaiser.
Non, parce et que- apaisé. Voilà, absolument. parce que l'idée, c'est qu'il y a quand même Tout à des fait. conflits dans l'entreprise. Alors, ça existe encore un peu, les conflits sociaux, mais Les peu, conflits sociaux finalement. existent, mais la question sociale telle qu'elle elle travaille notre société, on l'a vu avec les Gilets jaunes, les Gilets jaunes, ils n'ont pas pris l'entreprise comme cible. Non. Ils sont allés sur les ronds-points, Non, ils c'est ont vrai. bloqué les flux. Et les flux de consommation, effectivement, les entrepôts logistiques, les grands magasins, etc. Mais ils ne s'en sont pas pris à l'entreprise. D'ailleurs, il y a des manifestations qui sont passées devant le siège du MEDEF. Sans qu'il y ait un jet de tomates et d'œufs. En ignorant totalement quel était cet immeuble et qu'est-ce qui s'y passait là. Ça veut dire que c'est deux mondes qui se tournent le dos? C'est-à-dire que, en fait, la société s'est recomposée dans ce qu'on appelle une société de services. Très tertiarisée, 82% de l'emploi, c'est de l'emploi tertiaire. Alors, avec des nouveaux ouvriers du tertiaire, hein, tout ce qui est manutentionnaire, tout Nettoyage. ce qui est, le nettoyage, sont les caristes, etc. Et donc, une société très tertiarisée, une société de services, et que cette société de services, elle a un conflit. Enfin, ou plutôt une opposition entre la classe de service ou le back-office de la société et le reste, sauf que ça ne se dit plus dans les mêmes termes qu'elle se disait pendant les 30 Glorieuses, C'est ça. jusqu'à les années 80. Il y a un élément intéressant dans votre livre, c'est qu'il y a un travail de sociologue aussi que vous menez. C'est pas qu'un travail de philosophe et d'analyse. Vous évoquez cette tribune du Monde là, d'avril 2020, qui est co-signée par des syndicalistes, des chercheurs, et qui évoque la féminisation, c'est-à-dire non seulement c'est une catégorie d'invisibles précarisés pour certains, mais aussi très féminisés. Comment vous l'expliquez? Ce sont à la fois des sous-emplois, mais qu'on attribue aux femmes. Je pense au nettoyage, je pense aux EHPAD, qui était un vrai sujet qui a été ouvert pendant le confinement d'ailleurs, de femmes qui n'avaient pas les outils de travail et qui travaillaient dans des conditions déplorables. Pourquoi ce sont les femmes qui trinquent d'abord là? Comme d'habitude, vous allez me dire? Non, alors c'est pas exactement ça. Dans le sens où si les métiers ce qu'on appelle le care, Ouais, le care, soin, c'est ça. prendre soin, l'espace domestique, ces métiers-là et les métiers du commerce, souvent, sont ultra majoritairement féminisés. À la base. L'ensemble des métiers que j'appelle du back-office, ou l'ensemble des métiers de cette classe, ou ces travailleurs essentiels, en fait, il y a une différence entre les hommes et les femmes. Aux femmes, le contact, donc les EHPAD dont vous avez parlé, le commerce, l'enseignement, etc. L'enseignement que vous évoquez. Oui, tout à fait. Qui, je pense, était un métier extrêmement valorisé. Qui l'est plus. Qui aujourd'hui est un métier, pour le coup, de back-office. Et les travailleurs des services, manutentionnaires, logisticiens, livreurs, chauffeurs routiers, Ça, c'est des etc. Ça, c'est les hommes. Et donc, on voit bien que ces métiers de service, en fait, se séparent selon le genre. Le service à distance du client aux hommes, le service au contact aux femmes. Et ça, c'est vraiment, il y a une différence. Et donc, Christiane Taubira, au moment du déconfinement, avait dit, il faut savoir que la France a tenu grâce à une bande de femmes, une bande de filles, je ne sais plus exactement quand elle avait dit ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est partiellement vrai. Oui, parce qu'il y a aussi Parce les routiers, ouais. les routiers, Ah ouais. etc. Et en Bien fait, sûr. ce back-office est séparé en genre. Mais cette catégorie donc des invisibles, que parfois on peut croiser sur un quai de gare quand ils vont nettoyer un train entre deux trains, ce sont ces entreprises. Elles ont quel statut, ces invisibles? Ils travaillent pour des sociétés privées, des sociétés sous-traitantes, des sociétés publiques. Ils travaillent où, ces gens? Alors, on les appelle invisibles. Il faut savoir qu'ils sont en fait extrêmement visibles. Bah oui. Si on regarde, on les voit. Regarde, on les voit. Bah bien on les sûr. voit d'autant J'évoquais ces plus personnes. On a parlé des gilets jaunes. Le gilet jaune, c'était pas seulement ce que les gens avaient dans leur voiture quand ils ont un accident, il faut qu'ils le mettent. C'est aussi le vêtement de travail d'énormément de monde. C'est vrai. Vêtements de sécurité. Le vêtement de sécurité. Exactement. Et c'est pour qu'ils soient vus. Or, précisément, ce vêtement qui est extrêmement visible, Ah oui. les invisibilise, mais socialement. C'est-à-dire que, en fait, c'est des personnes en chair et en os, on les voit tous, mais Ils sont très visibles, mais on ne les voit pas. on ne les voit pas, parce que socialement, ils sont dévalorisés. Et c'est là où votre question est intéressante, c'est que cette dévalorisation sociale, elle vient de plusieurs facteurs. C'est-à-dire que, en fait, ce sont à chaque fois des métiers, effectivement, qui sont essentiels, mais qu'on n'aperçoit pas. C'est-à-dire qu'on peut vivre comme si
ces gens-là n'existaient pas. Alors qu'on a énormément besoin de leur travail, et c'est un travail contraint. Et cette invisibilité sociale, effectivement, elle est due aussi au fait que les métiers sont pénibles, les métiers sont mal payés, Eh oui. le travail est fragmenté dans des lieux différents, des horaires décalés, et souvent ils sont considérés, ça enfin il y a deux caractéristiques essentielles, c'est qu'ils sont considérés comme étant des métiers non qualifiés. C'est ça. Alors que je pense qu'au contraire, ils demandent énormément de compétences, mais des compétences relationnelles et des compétences sociales. Ou de la vista, ou de... Exactement. Et l'autre aspect, c'est qu'ils sont substituables. C'est que finalement, un balayeur envoie un autre, une femme de ménage envoie une autre, et on peut les remplacer. Voire une caissière peut être remplacée par un robot. Et ça entretient cette invisibilité et ce sentiment d'inutilité. D'inutilité. Et vous dites dans votre livre hein, de volonté quand même intérieure, peut-être parfois non dite, de reconnaissance sociale. Il y a une sorte de souffrance sociale de ces catégories de femmes et d'hommes. Est-ce que c'est quoi? Ce sont des catégories de ces personnes qu'on décrit souvent dans des termes très génériques, qu'on appelle les travailleurs pauvres, de salariés qu'on peut retrouver dormir dans leur voiture et qui ont en même temps un boulot, mais pas suffisamment rémunéré. Est-ce que ce sont ces catégories-là? Il peut y avoir ces catégories-là, mais c'est pas seulement ça. Tout ce monde du back-office de la société, ça va de personnes qui peuvent être diplômées, les infirmières, et de personnes qui effectivement, à qui on va demander peu de diplômes et où les salaires vont être extrêmement faibles, du fait aussi du nombre d'heures, du peu d'heures que les personnes vont Revaloriser les infirmières, il faut le rappeler. Absolument. Alors peut-être pas Ségur de la suffisamment, santé, mais il y a eu les quand même le choses- Ségur, il y a eu choses 300 €, il y a eu un Oui. effort. Bon, Oui. et il faut quand même le remarquer. Oui. Mais les aides-soignantes, les femmes de ménage dans les hôpitaux, ce sont des catégories de femmes, on le voit même dans les films, ce sont des caricatures, et elles n'ont pas le bus parce qu'elles finissent trop tard, Tout à fait. elles ne peuvent pas prendre le bus parce qu'elles démarrent trop tôt le matin. C'est quand même... Ça rapporte à qui tout ça? Ce nouveau phénomène, c'est quoi? C'est parce qu'on a externalisé des services? Avant, ces gens étaient dans l'entreprise. Aujourd'hui, elles sont en service externe? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, effectivement, les entreprises ont externalisé beaucoup de tâches qui n'étaient pas, comme on dit, core business, et que d'externalisation en externalisation, on voit bien que, d'une part, ça fragmente le travail, Ah oui. et puis ça empêche de faire du collectif. C'est-à-dire que les protections qui sont associées au salariat, qui sont associées au statut, etc., s'effritent, et on a des populations qui ont énormément besoin de leur travail, pour qui la dignité vient du travail, Oui, ils n'ont que ça. mais ils n'ont que ça. Et précisément qui ont le moins de protection liée à leur travail. Avant de parler de la résolution, comment on peut les qualifier? On les appelle les invisibles, qui est un mot très sociologique. C'est une nouvelle forme de prolétariat, pour utiliser Oui, un je mot crois que marxiste. alors, il faut faire attention à ça, mais je pense Oui, que c'est pour ça que je suis- dirais une classe de service, parce que ça permet de Oui. penser les choses, sauf que, à la différence de Marx, pour le dire très vite, hein, cette classe de service n'a pas vocation à prendre le pouvoir sur une autre. C'est clair. Et donc, elle a vocation à être au service de. Or, on a C'est énormément fondamental. c'est La classe fondamental. ouvrière devait prendre le Oui, pouvoir. voilà, c'est ça. Bah, là, pas. Là, elle ne prendra pas Ah le non. pouvoir, c'est pas sa vocation, c'est pas son destin historique. Mais comment dire, son destin, c'est de servir. Mais précisément, il faut s'entendre sur qu'est-ce que le service. Ah oui. Et le service, ce n'est pas de la domesticité. Et ce n'est pas de la vocation qui ferait que, comme des religieuses, par exemple, on pourrait ne pas les payer parce qu'ils ont ça dans C'est un sacerdoce, quoi. C'est un sacerdoce. Ouais. C'est pas ça. Donc il faut penser qu'est-ce que la relation de service. Et ça, en France, il y a une difficulté à penser ça. Mais quand même une question sur la résolution, parce que c'est aussi la fin de votre livre. C'était aussi ma première question. Il n'y a plus de conflit politique au sein de l'entreprise. La résolution se fait ailleurs. Elle se fait dans la rue. On l'a vu pendant les Gilets jaunes. Ça a duré très longtemps. Oui. C'est toujours finalement comme ça un peu couvant. Le Covid a interrompu les manifestations. Et puis il y a la résolution politique dans les urnes. Qu'est-ce que peuvent faire, les entreprises, deux, le pouvoir politique? Alors, le pouvoir politique, si on commence par lui, je crois qu'aujourd'hui, personne en politique ne représente, c'est-à-dire ne se fait le porte-parole Clairement. de cette classe de service. Des fragments, des bouts, mais personne ne pense globalement l'ensemble de ces travailleurs. Insaisissable. C'est assez insaisissable. Pourtant,
on peut les décrire, ce que j'essaye de faire, et ils ont tous un peu les mêmes caractéristiques. Se tenir dans la visibilité sociale, être au service d'eux, être sur des lieux de travail. Peu syndiqué, j'ai vu. Alors c'est effectivement, c'est un monde. Non, faut le préciser, c'est pas Peu syndiqué Voilà. parce que pour les raisons que j'indiquais tout à l'heure, la fragmentation des collectifs, la fragmentation des heures, le travail en miettes, je vais dire. c'est ça. Donc, pas de représentation politique aujourd'hui, peu de représentation syndicale, aucune représentation culturelle. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'apparaissent pas dans la fiction. Or, aujourd'hui, notre imaginaire social, il passe beaucoup par la fiction. Alors, il y a une petite... Il y a Il y a un documentaire, il me semblait qu'il y avait un documentaire, il y a des travaux... Il y a des choses, notamment dans le roman. Ouais, le roman aujourd'hui s'emporte ça. Non, il y a une série qui cartonne aujourd'hui, qui est la série Lupin, bien sûr. où effectivement, C'est vrai. on met en scène le paradoxe du back-office. C'est-à-dire, pour être totalement invisible et échapper à la police, qu'est-ce qu'il fait ? Il est balayeur et il est livreur en vélo. C'est tout à fait exact. Et c'est ça. Il revisite Lupin à travers un personnage, donc Omar Sy, qui utilise des rôles d'invisibles. Et comme c'est un métier, c'est exactement la métaphore de votre livre d'ailleurs. Tout à fait. Et d'ailleurs, la phrase d'Omar Sy qui va dans le métro pour coller les affiches Sa du propre film, affiche. sa propre affiche, et il dit quoi ? Il dit, vous m'avez regardé, mais vous ne m'avez pas vu. C'est ça le paradoxe du back-office, c'est quoi ? On regarde les Et gens. d'ailleurs, on le sont là. voit dans le clip qu'il fait, les gens passent devant lui avec son balai Oui. et ne voient pas que c'est Omar Sy, et puis les gens vivent à travers lui. Un ou deux s'aperçoivent quand même qu'il ressemble, Oui. mais il a quand même la casquette. Ouais. Donc c'est très intéressant. Ils n'ont pas de représentant officiel, ils n'ont pas de porte-voix. Non. Quelle est leur issue ? Parce que 2022 approche à grands pas. Qui va, je dirais, s'y pencher et j'irai récupérer cette manne électorale ? C'est extrêmement cynique ce que je dis, mais Alors, c'est un sujet. électoral, je ne sais pas, parce que ce n'est pas forcément des gens qui votent beaucoup. Ben oui. Ce n'est pas forcément des gens qui vont, Eh oui. qui vont s'impliquer. Qui sont impliqués dans la vie de la Voilà. République. À mon avis, si on arrive à décrire qui ils sont, ce qu'ils vivent, comment ils travaillent et quelle est la place essentielle du travail dans la vie de ces personnes-là. Je crois que s'il y a cet effort politique qui est fait, qui classiquement en France est l'apanage des partis de gauche, si effectivement cet effort politique est fait, je pense que là, il y a une possibilité d'emporter la victoire. Mais un débat sur la migration et les immigrations, parce que c'est aussi des populations. Alors, il y a beaucoup de populations issues de l'immigration. Issues de l'immigration. Mais pas seulement. Mais pas seulement. C'est-à-dire que, c'est ce que je dis, c'est que sociologiquement, on va dire, c'est assez homogène. C'est-à-dire que le rapport au travail, les conditions de vie, tout ça est homogène. Mais après, culturellement, cette population est extrêmement fragmentée. Et si, effectivement, le travail politique, le discours politique cherche à mettre en avant les fragmentations culturelles, C'est là le jeu. opposer les Ouais. personnes... Il n'y a pas de conscience de classe, là. Ouais. Il n'y a pas de conscience de classe. Exactement. Et si, effectivement, on oppose des différences culturelles, là, cette classe restera... Il y a un enjeu invisible. politique là. Là, il y a un Je enjeu pense qu'il y a politique. un enjeu politique. Juste d'un mot sur l'évolution sociale de ces catégories d'invisibles. Est-ce que ce sont des catégories de passage pour certaines populations jeunes arrivant en France depuis peu qui se disent « j'ai pas le choix, je passe par ces emplois parce que je peux aller ailleurs » ou est-ce que c'est une catégorie plafond de verre ? Une fois qu'on est entré dans ce sas des invisibles, on n'en sort pas. Je pense qu'on a une grande difficulté à en sortir. Ce sont des métiers qui souvent, alors pas tous, je fais un peu une généralité, mais globalement quand même, des métiers dans lesquels on tombe, une trappe dans laquelle on tombe, C'est ça. soit par choix, parce qu'il y a des gens qui font des métiers par choix, soit par hasard, dans lesquels il sera extrêmement difficile de ressortir. Et donc, Ou pas le choix, si je peux me permettre. ou pas le Ou choix, pas le choix. bien sûr. Ouais. Mais pour C'est précisément... bloqué. Oui, c'est bloqué. Et donc, précisément, il faut défaire les contraintes qui pèsent sur eux. Et la première chose, c'est de reconnaître les véritables compétences de toutes ces personnes. Si j'ai encore 2 Mais secondes... c'est à l'entreprise de le faire, non ? Enfin, je sais pas, on n'en parle pas de l'entreprise. C'est C'est elle qui est donneur d'ordre, au final. Oui, je pense que les donneurs d'ordre ont une grande responsabilité. Bah oui. Je plaide, par exemple, alors c'est une idée, mais il faudrait voir comment on peut l'appliquer, sur des contrats de co-employeurs, par exemple, sur des sous-traitantes, sous-traitants, etc. Oui. Pour que... Qui responsabilisent tout le monde. Effectivement, la responsabilité des donneurs d'ordre est extrêmement importante. Après, c'est les modèles économiques qui tournent aussi, souvent donnés par la puissance publique, le nettoyage, la sûr. propreté, sécurité, SNCF, RATP, pour ne citer que. et je pense qu'il y a une responsabilité et que, comme dans le cas de l'hôpital et le Ségur de la santé, la revalorisation des salaires publics entraîne
de facto la revalorisation derrière dans le privé, je crois que la puissance publique a un rôle extrêmement important à jouer dans la revalorisation et la reconnaissance de ces peuples. Enfin, vous soulevez le débat du statut, c'est-à-dire que l'augmentation de salaire s'arrêterait à ceux qui ont un statut. C'était les insiders, outsiders de Macron. Là, on parlait des outsiders, ceux qui sont hors du système. Oui, et alors, oui, je plaide pour une représentation du travail indépendant des statuts. C'est-à-dire que si on avait une élection professionnelle une fois tous les 4 ans, un jour pour tous les travailleurs, quel que soit leur statut, je pense qu'on y verrait déjà un peu plus clair sur la représentation et la représentativité de ceux qui les... Et ça leur permettrait d'avoir une voix au chapitre, comme on dit, pour parler de l'évangile dans votre livre. Et vous citez Orwell, qui est une phrase assez incroyable, indispensable, mais invisible, un petit fascicule très riche qui se projette, qui fait un diagnostic d'abord et puis qui ensuite fait des propositions de résolution, parce que vous l'avez évoqué sur ce plateau, il y a l'enjeu politique et il y a toutes les questions de statut ou de non-statut. Denis Maillard, La boîte à outils, édition Jean Jaurès. C'était un plaisir de vous accueillir. Vous reviendrez quand vous voulez débattre, parce qu'on fait aussi évidemment beaucoup de débats sur ces sujets. Merci d'être venu. C'est bientôt fini. Restez avec moi encore quelques instants. Fenêtre sur l'emploi. On s'intéresse, on va revenir évidemment au marché de l'emploi. Je ne sais pas si ce sont des invisibles, mais on s'intéresse aux seniors. Certains le sont, certains ne le sont pas. Ils ont été cadres et ils se retrouvent demandeurs d'emploi. Julien Morisson leur donne des conseils. Il arrive. Avec le groupe Belvedia, préservons les ressources de demain. Fenêtre sur l'emploi, Julien Morisson, cabinet BI. On est très heureux de vous accueillir, Julien. Je crois que j'ai tout bien dit dans l'ordre. Cabinet BI, il faut quand même le rappeler pour faire un léger teasing, ce n'est pas le sujet du jour, mais vous avez inventé en France un cabinet d'agents, comme les agents artistiques, mais pour des cadres, pour les prendre par la main. Ces cadres, vous les avez dans votre bureau tous les jours, ou presque. On a sur ce plateau certains qui nous disent que c'est une catégorie oubliée, c'est les oubliés avec les jeunes aujourd'hui. Un taux de chômage incroyable, près d'1 million de seniors, presque 1 million sont au chômage. Vous avez envie un petit peu de dire, bon, oui, c'est vrai tout ça, mais si les seniors se prenaient un peu en main, non? C'est un peu ça que vous dites? Oui. Secouez-vous. Effectivement. En fait, on a un souci qui n'est pas récent, qui n'est pas du tout lié au Covid. Clairement. On a toujours eu un souci avec le taux d'emploi des seniors. Seniors, c'est quoi pour vous? 50, 45? Parce qu'il y a un vrai débat là-dessus. Oui, alors on va dire que suite à l'accord senior, qui était un accord pour l'entretien de mi-carrière, c'était 45 ans. Pour moi, c'est 50 ans. 50, oui. Parce qu'il faut bien mettre un âge de manière à avoir une politique interne. Ouais. Néanmoins, ce qu'on observe, c'est que le taux d'emploi des seniors, il est en France inférieur à la moyenne des pays de l'OCDE. Ce n'est pas une nouveauté, on ne tombe pas l'armoire, mais c'est une situation qui, année après année, s'empire. Et paradoxalement, on doit rester de plus en plus longtemps au travail pour bénéficier de sa retraite. Donc c'est un peu l'espèce de quadrature du cercle dans lequel on a du mal à sortir. Et on pourrait se dire, c'est pas très grave, puisque les entreprises, finalement, vont mettre le paquet sur la formation, de manière à pouvoir combler les compétences. Sauf que là, on s'aperçoit, encore une fois, que pour les seniors, donc les plus de 50 ans, on va partir sur ce principe, le taux, le nombre de seniors formés, on arrive à peu près à 35%, deux fois inférieur aux 20-40 ans. Donc on se dit, en fait, finalement, c'est pas de sujet. Alors on pourrait dire, en France, est-ce qu'on a un problème sur les seniors? J'ai envie de dire, ça dépend des seniors, en fait. C'est-à-dire qu'en France, globalement, les chefs d'entreprise, la moyenne d'âge, il ne faut pas se faire plaisir, la moyenne d'âge, elle touche plus de 60 ans. On a quand même la moitié... C'est compliqué d'arriver en haut, quand même. En fait, c'est ça qui est paradoxal, c'est que en fait, on s'aperçoit que les députés, les sénateurs, la moyenne d'âge tourne à 60 ans, les conseils d'administration 54 pour 60, les députés, je connais bien la maison, si je peux me permettre. Sénateurs un peu plus âgés. 62. Et ce qui est plutôt intéressant de voir, c'est que quand on demande les chefs d'entreprise, les moins de 50 ans, ils représentent quoi? C'est 10% en France. C'est très peu, en fait. Exact. Et paradoxalement, les plus de 65 ans, c'est quasiment une personne sur deux. Donc on n'a pas un problème avec tous les seniors. On a un problème avec une partie des seniors en France. Et donc ça, je trouve que c'est important de remettre un peu l'église au milieu du village, parce qu'en France, il est quand même pas si simple de devenir un poste de cadre supérieur quand on a 30 ans. C'est tout à fait normal quand on a 50. Vrai. Et donc on a quand même un souci de gestion intergénérationnelle. D'une manière générale en France, on a du mal finalement à changer ça. Alors quand on creuse un peu, on se dit finalement le problème des seniors, est-ce qu'il n'y a pas aussi une part un peu de leur responsabilité? Un peu quand même. Un peu, vous trouvez? Un peu quand même. Pourquoi? D'une part, parce que quand on regarde, il y a le fameux CPF, qui était un peu le DIF, le compte de formation professionnelle.
Qu'on doit transférer, il faut le dire, là. Exact. Faut le faire. Alors, effectivement, il y avait une date, j'en profite pour lancer un peu un message, Ouais. sans me faire porte-parole, mais J'ai un peu on galéré, avait jusqu'au mais- 31 décembre pour transférer son compte du DIF vers le CPF. Ça a été repoussé au 30 juin et apparemment le gouvernement veut mettre le paquet pour que derrière les comptes soient transférés parce qu'on parle quand même de 1800 euros de transférés. Et surtout, chaque année, l'État investit quand même 16 milliards d'euros. Ouais. On ne parle pas d'un montant ridicule. C'est une manne, la formation. C'est une manne extrêmement importante. Assez mal utilisée, et d'ailleurs, parfois. et il est là le sujet. C'est qu'en fait, on s'aperçoit que finalement, pour les seniors, ils bénéficient historiquement donc, du DIF transféré au CPF et que c'est la population qui utilise le moins. Et quand on regarde pourquoi ils utilisent le moins, parce qu'ils considèrent que c'est à l'entreprise de former. Et en fait, on a des postulats qui datent, oui, mais des années C'est ce 80-90. que vous disent les cadres. La boîte m'a pas formé, mais pourquoi vous l'avez pas fait vous-même? Exactement. Ouais. Et du coup, en fait, bah oui, mais je me rends compte, mais un peu Ouais. tard. Ouais. Et à un moment donné, il faut se rendre compte que oui, ça date depuis, on va dire, il y a un décrochage aussi de génération depuis 2002, et que oui, effectivement, historiquement, il y avait plein de choses qui étaient faites dans les années 80-90 qui étaient assez mécaniques avec des plans d'investissement qui étaient parfois informels. Depuis 10-15 ans, en réalité, l'entreprise investit moins en formation, en tendance. C'est en tendance à investir moins. Et paradoxalement, les seniors n'investissent pas non plus sur eux-mêmes, de manière à se dire, bah, au moins, je compte mes compétences. Et qu'on voit que les dispositifs qui ont été mis en place, notamment au niveau de l'État, c'est-à-dire le fameux accord senior, le fameux 45 ans qui a suscité tant de débats, qui était l'entretien de deuxième partie de carrière. C'est vrai. C'est ça qui a généré. Où est-ce que vous voulez aller? C'est quoi, Exact. c'est Où quoi est-ce que votre vous parcours? projetez Voilà, comment on se projette là sur les 20 ans à venir? Et ça a C'est été les un 20 ans à fiasco. venir. Ça a été un Ça fiasco. marche pas. C'est-à-dire qu'en entreprise, ce qui s'est passé, c'est que les managers ont dit couplez-le avec l'entretien individuel, de grâce, avec les Ouais. objectifs. Dernière question à la fin. Mais oui, rapidos. on fait un globi Ouais. boulga, Tu veux ça faire ira quoi? très bien. Voilà, c'est ça. En fait, ça a enquiquiné les managers qui pour beaucoup étaient seniors, by the way. Et donc, ça a posé un souci. Non, mais c'est comme si c'est passé. Qui s'accrochent aussi, eux. Hein. Ouais. Ah, évidemment, ils s'accrochent. Et pour le coup, on leur a dit, bah, très bien, mais vous projetez où? Mais les gens se projettent ce qu'ils connaissent. Ils se projettent dans une entreprise PME sur 40 salariés. Qu'est-ce que vous voulez vous projeter dans des entreprises que vous ne connaissez pas? Moralité, on arrive à une situation Même dans où... une PME, si je peux me permettre, hein, très rapidement, quand on se Mais projette, c'est c'est la tout. place du patron. Hein. Bah, non mais exactement. Ah Et même oui. dans les, alors déjà dans Ah les grandes oui. entreprises c'est compliqué. Alors dans les entreprises qui sont arrivées un peu en bout de cycle, c'est-à-dire que désormais on voit bien que qu'est-ce qui va marcher, c'est le digital, c'est le numérique. Quand vous êtes dans une entreprise qui n'a jamais investi dedans, qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous projeter sur quoi? Des métiers que vous connaissez en interne. Il n'y a pas de digital. Donc vous allez attendre, puis au bout d'un moment vous allez sortir, parce que vous sortirez. Et vous retrouvez le bec dans l'eau en disant ah mais je me rendais pas compte que ça avait autant changé. Et c'est ça qui me frappe. Et en ouvrant la fenêtre, on se dit oh là là, oui, d'accord, ça a bougé à une Ça a vitesse. beaucoup bougé. C'est ça qui est quand même frappant. Et quand on regarde la question des salaires, oui, c'est quand même un sujet, parce qu'on n'en parle pas, on balaye ça d'un revers de main, oui, naturellement. C'est le sujet. Non Ayez en tête Ah ouais. que derrière, quand on compare les pays où le taux de maintien des seniors est plus important, notamment dans les pays anglo-saxons, mais en Japon, en Allemagne, on s'aperçoit que les deux pays où la courbe des évolutions de salaire augmente, il y en a deux, c'est la Belgique et la France, un peu sans discontinuer, en tendance, vous commencez à 18 pour finir à 27, 28, toutes catégories confondues. En Allemagne, à partir de 45 ans, en gros, vous stagnez, et dans les pays anglo-saxons et japonais, vous baissez. Donc ce qui explique le fait qu'on les garde. On n'a plus l'angoisse de se dire c'est un gros Et ben, salaire, en je sais tout pas cas, quoi en faire. alors, en tout cas, c'est Bah ouais. une vraie question à poser. Il me coûte cher, quoi. En gros, il coûte cher et surtout, regarde, je vous invite à regarder les annonces. Est-ce que vous voyez parfois des annonces au-delà de 20 ans d'expérience? Jamais. Non, jamais. Ça n'est jamais C'est vrai, arrivé. c'est vrai. Donc, il faut arrêter de se cacher le petit doigt et que derrière, est-ce qu'on paye un âge? C'est une question un peu taboue, mais est-ce qu'on paye un âge ou est-ce qu'on paye une expérience? Et quand vous êtes amené à vous remettre un petit peu au goût du jour, à vous former sur notre métier, c'est compliqué de dire, bah, comme on paye une expérience, puisque je n'ai pas d'expérience dans le métier, bah, payez-moi comme un junior. Bah, personne ne va dire ça. Pourquoi? Oui. Parce que vous avez les études à payer, le prêt. Et parce- C'est un peu comme la maison que vous voulez vendre et que vous voulez vendre par rapport au prix d'achat de la future et pas par au prix d'achat que vous C'est avez. exact. Et donc, c'est Et un vrai l'employeur sujet est gêné aussi, parce qu'il dit je ne peux pas vous Mais payer comme un l'employeur- junior alors que vous avez été directeur général. Exactement. Ça marche pas. L'employeur, il est super gêné. De l'autre côté, vous avez quand même des seniors qui sont complètement décalés, déconnectés du marché. Externe, parce qu'on n'en parle pas, parce que c'est très aseptisé. Si on parle de l'entreprise actuellement, c'est sur des termes complètement policés, Bien sûr. qui est très bien bienveillante, qui accueille, qui a de l'onboarding, et on ne dit pas les difficultés. La marque derrière. employeur. La marque Ah, bien employeur. sûr. On fait fantasmer sur la création d'entreprise. J'en ai deux en voyant des messages qui ont dit mais je me mets en création d'entreprise. Quand je parle de la question, on dit ok, c'est quoi vos clients? Non, mais d'abord, je travaille sur les fondations, sur les valeurs de la boîte. Non, mais moi, je veux bien. Hein. Ouais. Et en fait, l'entreprise est dépeinte beaucoup sur ça. Donc, c'est super. Mais du coup, ces sujets de seniors, qui sont quand même une espèce de bombe à retardement qu'on est en train d'avoir dans le pays. Alors, moi, je propose deux choses qui sont pas. Rapidement, parce qu'on déborde. Rapidement. La première chose, c'est peut-être devoir de coupler la nécessité de partir à la retraite avec la nécessité de se former. On a un CPF, on l'utilise, et dans ces cas-là, vous avez le bénéfice de la retraite. Et dans l'entretien de deuxième partie de carrière, peut-être avec un organisme extérieur qui aborde l'ensemble du marché et l'ensemble des compétences en dehors de l'entreprise. La passion de Julien Morisson, avec toutes les nuances autour notamment du niveau de salaire. Il faut quand même, sans tabou, en parler de cette question du salaire des cadres.
seniors qui progressent et qui gênent évidemment parfois l'embauche parce que c'est trop haut par rapport au portefeuille, en tout cas à l'enveloppe. Merci Julien Morisson, cabinet BI, vous revenez quand vous voulez. Merci Denis Maillard d'avoir écouté avec beaucoup d'intérêt les invisibles. Il y a aussi les indispensables invisibles, il y a aussi des seniors parmi eux, des gens qui triment jusqu'à très tard. Merci de votre fidélité, merci Fanny Griesmer, merci Lauriane Bouet, merci à Amanda Morisson pour le son, merci à Margot, merci évidemment à Pauline, merci à toute l'équipe, merci à vous qui nous regardez pour votre fidélité et l'intérêt que vous portez à notre chaîne et à cette émission. Bye bye, je serai là demain pour le Cercle RH, l'actualité. À demain.